Bonjour, bonjour à tous. On va commencer maintenant qu'on est pas mal complet. Je vous invite à venir pour les prochains vers l'avant pour prendre les chaises à l'avant. Sans tarder, je vais donner tout de suite la parole à Jean Desessarts qui nous accueille aujourd'hui au Sénat et que je remercie chaleureusement pour son invitation à tenir le colloque aujourd'hui au Palais du Luxembourg. À moi, bonjour tout le monde, bienvenue au Sénat. D'ailleurs, au moment du... C'est le buffet, c'est tout le monde ou pas? Ou je fais une gaffe quand je dis qu'il y a un buffet hein? Si il y en a qui n'ont pas vu la salle des conférences, je montrerai 5 minutes avec eux, pour vous montrer le Sénat, parce que souvent, les gens viennent au Sénat et ils ne voient que les salles dans les sous-sols. Et donc j'en profiterai pour leur montrer la salle de conférence. Il faudra faire vite parce que autrement Laetitia m'en voudra de retarder le colloque. Voilà, donc bienvenue au Sénat. Je suis content qu'il y ait beaucoup de monde à ce colloque que je parraine. Ça veut dire que ça donne le droit d'avoir une salle au Sénat. Salut Pascal, t'étais attendu, hein? Il est là, Pascal Durand. Hein? Ah, il buvait un café. Ouais. Et donc on parraine, ça veut dire que l'association avec qui on co-organise a la possibilité d'utiliser cette salle toute une journée. Et c'est un sujet qui est cher aux écologistes, puisque nous avons fait quelques actions que je me permettrai de détailler, Laetitia, dans les 5 minutes qui me sont imparties. Donc c'est derrière le dernier colloque que je parraine en tant que sénateur, puisque je ne me représente pas. J'étais un sénateur à la durée de vie programmée, hein, puisque j'avais prévu de faire 2 mandats, ce qui est déjà pas mal, et de ne pas candidater pour un 3e. Donc c'est d'ailleurs le dernier colloque que je vais parrainer. Par ailleurs, l'association, ça marche bien, hein. Vous avez un programme fantastique, Laetitia, hein. Il est très bien. Hein. Ouais. Donc ça fait plaisir de voir que une dotation parlementaire, c'est-à-dire une somme qu'on attribue, enfin on attribue, c'est pas nous, c'est le ministère, c'est l'État, mais on flèche, nous, des destinations par ce qu'il y avait, la dotation parlementaire. Alors c'était beaucoup critiqué, d'ailleurs ça ne va plus exister puisque la majorité En Marche à l'Assemblée nationale l'a supprimé. Nous, on avait eu le débat au groupe écologiste, devait-on maintenir ou non la dotation parlementaire? L'avantage, c'est que ça permettait de flécher des projets que personne n'aurait soutenus. Sinon, le coup de cœur d'un écologiste sénateur, donc on soutenait des associations qui avaient un projet, ou une association carrément, qui avait un projet qui n'aurait pas été soutenu par les standards habituels de l'administration. Ça, c'était l'avantage, le bon côté. Le mauvais côté, c'est qu'il y en a qui distribuaient l'argent pour se faire réélire, ce qu'on appelle le clientélisme. Donc, l'un dans l'autre, on va dire qu'à part les écologistes qui avaient peut-être un comportement formidable, hein, c'est pas plus mal que ça n'existe plus, mais c'était quand même utile pour certaines associations comme la tienne, Laetitia, qui démarrait et que ça leur permettait de leur assurer un fonctionnement. Alors, on est assez sensible à ce thème de l'obsolescence programmée. D'abord, on est écologiste, donc voilà, quasiment tout est dit. Mais nous avons quand même agi, nous, le groupe, même si le groupe, il n'est pas allé jusqu'au bout de son mandat. Hein, on était 10, et il y en a un vers la fin qui a décidé de passer En Marche. Donc il nous a fait beaucoup de mal, puisque nous, on a été obligés de stopper le groupe. Donc ça a été stop pour nous. Hein, donc, mais bon, j'espère qu'il sera élu, au moins qu'il n'a pas cassé le groupe pour rien. Hein, donc c'est le sénateur qui se présente pour En Marche dans le 92. Bon, voilà. Alors, nous avons travaillé, puisque nous avons déposé une proposition de loi. Vous savez qu'au Sénat, on a la possibilité, bon, on suit les lois, on travaille énormément, bon, je vais vous passer les détails, mais on a la possibilité, outre le fait qu'on analyse et qu'on vote les lois proposées par le gouvernement, chaque groupe politique a le droit de déposer des lois, des propositions de loi. Bon, souvent, quand on est dans la majorité, ce sont des propositions de loi qui sont dictées par le gouvernement, hein, qui trouve là l'occasion de placer quelques lois sans
assez rapidement, mais quand on est dans l'opposition comme nous, une position entre les deux, puisqu'on a vécu le gouvernement Hollande qu'on a normalement les écologistes soutenus. Bon, on a été déçus, évidemment, comme la majorité d'entre nous, hein, mais bon. On dépose des propositions de loi. Alors, on a déposé des propositions de loi sur la dépénalisation du cannabis. Bon, on n'a pas gagné. On a déposé sur le revenu de base universel. On n'a pas gagné. On a déposé sur les pesticides. On a gagné. Sur les ondes limitées, enfin, encadrer les ondes électromagnétiques. La loi abeille qui a été déposée à l'Assemblée nationale, qu'on a soutenue. Bon, on a gagné, mais les décrets d'application mettent beaucoup de temps à s'appliquer, justement, à apparaître. On a gagné sur l'alimentation de proximité. Enfin, on a eu des victoires. Et on avait déposé une proposition de loi sur l'obsolescence. C'est Jean-Vincent Placé, qui à ce moment-là était le président du groupe, qui l'a déposée. Elle n'a pas été adoptée, mais elle a été reprise en partie dans la loi Hamon de 2014. Donc on peut dire qu'on a participé à un mouvement où il y a eu certaines choses qui ont été mises en application par la loi. Et surtout, on en est très heureux, c'est que nous avons fait une mission, donc un groupe politique a le droit de faire des propositions de loi et il a le droit de demander des commissions d'enquête sur un sujet. Et nous avons demandé, alors ce n'était pas une commission d'enquête, c'était une mission d'information, c'est à peu près le même statut, une mission d'information sur l'inventaire et les devenirs des matériaux et composants des téléphones mobiles. Et la rapporteure était Marie-Christine Blandin. Ça a été un rapport qui a eu beaucoup de succès. Le rapport qui a été le plus lu dans cette année 2017, l'année où il est paru. Donc il a permis de voir qu'il n'y avait pas grand-chose dans le recyclage des iPhones et des téléphones portables. Et le thème était particulièrement bien choisi, puisque tout le monde, ou presque, a un iPhone, et beaucoup le laissent dans un tiroir lorsque il n'est plus utilisé. Et donc, on voit très bien que là, il y avait beaucoup à faire. Bon, peut-être que dans la journée, nous en discuterons. Mais Marie-Christine Blandin avait montré que, justement, c'était une source de matières premières très intéressante que le recyclage des iPhones, et ce n'était pas fait. Et elle montrait en particulier qu'on pouvait récupérer de l'or. Alors, il y a des projets pour récupérer de l'or en Guyane, comme la Montagne d'Or, qui vont détruire des richesses de biodiversité en Guyane, qui vont rien apporter aux habitants, puisqu'on dit qu'il va y avoir des emplois, mais en réalité, ce sont des entreprises qui viennent avec leurs cadres. Et ça, donc on va dénaturer la forêt amazonienne pour retrouver de l'or, alors que si on recyclait les iPhones ou tout l'ensemble des portables, eh bien, on pourrait avoir, je crois, elle disait, dans une tonne de cartes téléphoniques, il y en a 200 grammes d'or, et que c'est même un meilleur rapport que l'exploitation de gisements. Donc je vais en terminer sur ce point. Donc pour dire que je suis très content que l'association HOP organise ce colloque au Sénat. Je suis très content de le parrainer. Nous avons agi sur l'obsolescence programmée tout au long de notre mandat. Et donc je nous souhaite aujourd'hui une bonne réflexion et je souhaite que l'ensemble des thèmes abordés eh bien, trouvent, aussi bien sur le plan économique que sur le plan législatif, des débouchés. Donc c'est une journée très intéressante pour la suite et je vous remercie d'être présents aussi nombreux. Tu veux quoi ? Merci beaucoup, Jean. Alors, avant d'entamer ce que j'ai à vous dire, simplement des petites précisions logistiques, de bien éteindre les téléphones, surtout dans les premiers rangs, les mettre en mode avion si vous pouvez, ou d'aller à l'extérieur si vraiment c'est urgent, parce que ça fait des interférences, donc c'est assez désagréable.
à écouter, et puis en audio, puisque tout le colloque est enregistré pour qu'on puisse retrouver le contenu des débats par la suite. Donc, je vous remercie beaucoup d'être aujourd'hui très nombreux. Et merci à Jean Desessarts de nous avoir accueillis ici au Sénat. C'est le premier colloque qu'organise HOP, donc on avait un peu du mal à estimer le nombre de personnes qui auraient envie de venir à ce colloque, qui est assez inédit. Donc on est presque victime de notre succès puisqu'on a presque trop de monde. Donc j'espère que sur la journée... Vous avez refusé des monde. Je vois qu'il y a encore quelques places, donc pour le moment, j'espère pas. Mais en tout cas, j'espère que sur la journée, ça continuera comme ça. Donc en tout cas... ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde parce que ça montre que l'obsolescence programmée fait partie vraiment désormais du débat public, ce qui n'était pas forcément le cas avant 2012-2013 par exemple, même si le débat avait été vraiment amorcé par les Amis de la Terre qui avaient fait un gros travail déjà à l'époque. Aujourd'hui, on voit, grâce au travail de toutes les associations réunies et de celle de HOP, je l'espère, depuis sa création il y a 2 ans, que le débat a vraiment progressé et qu'aujourd'hui, ça intéresse et à juste titre tout le monde, je pense, autant la société civile, les associations que les industriels. Et c'est vraiment un très bon signe parce que je pense qu'il faut vraiment travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions et aller dans la bonne direction. Donc merci vraiment pour votre présence et également celle des bénévoles parce que l'association fonctionne avec de super bénévoles qui sont aujourd'hui là et qui permettent cette journée, notamment Camille qui est dans le fond et qui sera là pour... qui sera là pour prendre vos questions et puis beaucoup d'autres choses, ou Aurélie qui est là également. En tout cas, merci à tous. Ce premier colloque, en fait, nous l'avons voulu et imaginé à l'image de l'esprit de l'association. Celle qu'on s'en fait en tout cas. On a essayé de le faire diversifié, ouvert et constructif. On a voulu aborder 4 grands thèmes qui nous sont chers et qu'on pense essentiels dans ce débat sur l'obsolescence programmée. À la fois de savoir finalement que peut faire la loi pour protéger mieux l'intérêt général, l'intérêt des consommateurs et prendre en compte bien sûr les problématiques industrielles, c'est très important. Donc ce sera l'objet de la première table ronde. Et puis ensuite nous avons envie de parler des modèles économiques et surtout ceux qui pourraient être innovants pour sortir de l'obsolescence programmée, puisque la question finalement est avant tout économique. On parle bien ici de booster un peu la croissance. Donc il faut bien sûr être réaliste et s'insérer dans un débat économique et qui sera vraiment passionnant dans la deuxième table ronde. Ensuite, dans la troisième table ronde, il nous a paru vraiment essentiel de parler de l'obsolescence logicielle, digitale, puisque nous pensons que finalement ce sera l'obsolescence de demain. On a presque envie de croire que l'obsolescence matérielle est presque terminée grâce à plein de techniques très intéressantes. Mais par contre, sur l'obsolescence logicielle, il reste encore beaucoup de choses à faire. Ça sera certainement le défi à venir d'ici, si on se projette à peut-être 20 ans ou plus. Et donc, ça nous a paru vraiment essentiel de commencer à y réfléchir dès aujourd'hui, de le caractériser et de voir les solutions qu'on pourrait imaginer. Et puis, la dernière table ronde, qui n'est pas la moins intéressante, bien au contraire, c'est sur la place des citoyens dans ce phénomène qui n'est pas seulement technique, matériel, logiciel, mais également esthétique, psychologique et culturel. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu centrer les citoyens autour de ce débat et savoir quelle est sa place, comment est-ce qu'il interagit avec ce phénomène et quelles sont aussi les solutions qu'il peut proposer pour sortir de l'obsolescence programmée. Toutes ces tables rondes sont représentées, animées par des membres de HOP, ou des contributeurs, des amis de l'association. Et donc, nous sommes très heureux de compter parmi les animateurs Thierry Libert, Frédéric Bordage et Samuel Sauvage qui remplacera William, car malheureusement, il a eu un empêchement, un problème d'ordre personnel. Donc voilà, avec regret, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on a voulu aussi vraiment à travers ces tables rondes, c'est que tout le monde soit représenté. C'est-à-dire qu'on puisse entendre autant les entreprises
et c'est pas toujours évident, mais dans un débat ouvert, on n'a pas forcément du mal à discuter avec les entreprises parce que bon nombre, en fait, sont aussi porteuses, pionnières dans les solutions, et ça, c'est vraiment intéressant. En tout cas, vraiment, elles ont leur part, enfin, vraiment une place très importante dans ce débat, mais également les citoyens, parce que c'est pas parce qu'on est un mardi en pleine semaine que les citoyens doivent être oubliés. Je suis sûre qu'il y en a aujourd'hui dans la salle, et on a vraiment tenu à leur mettre une place dans le programme avec des personnes qui vont présenter des projets citoyens, et ça nous a semblé tout à fait pertinent. On a voulu aussi allier le pragmatique avec la recherche, la réflexion. À Hop, on aime beaucoup essayer de maintenir un peu les deux bouts, le concret, mais aussi la réflexion, d'être toujours dans des choses très pragmatiques et vraiment parler du réel, mais aussi avoir la distance et le recul nécessaire pour pouvoir vraiment animer une discussion d'ordre plus intellectuel. Donc on a vraiment la chance et l'honneur d'avoir des chercheurs parmi nous comme Jeanne qui interviendra tout de suite après. Et puis, bien sûr, on a des politiques comme Pascal Durand, comme Jean Desessarts. Et puis, ça n'empêche pas que c'est super de vous avoir. Et puis des experts comme Thierry Libert, Frédéric Bordage et bien d'autres qui sont vraiment des experts de leur sujet. Petite chose qui nous a tenu très à cœur, c'est d'avoir des personnes expérimentées, mais aussi des jeunes, de pouvoir donner la parole à tous pour pouvoir nourrir nos réflexions avec de l'originalité et des retours d'expérience. C'est vraiment que tout ça puisse avoir la parole. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. On est vraiment tous importants et intéressants dans les réflexions qu'on peut avoir. Et puis, bien sûr, la présence des femmes. Ça m'a tenu très à cœur d'avoir des panels composés de femmes. Donc, sur certaines tables rondes, on a eu un peu plus de mal malgré tous mes efforts. Mais on pourra en dire un mot peut-être à l'occasion. En tout cas, je suis vraiment heureuse qu'on ait trouvé une certaine parité dans les tables rondes. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Hop, je vais quand même en dire un mot. On est né il y a 2 ans, à l'occasion de l'adoption du délit d'obsolescence programmée, grâce au gros travail des parlementaires qui ont permis l'adoption de la reconnaissance de l'obsolescence programmée comme un délit. Voilà, très bien. Donc, l'association a 2 missions principales, celle d'informer les citoyens, de faire des campagnes de sensibilisation, etc., mais également d'influencer les décideurs politiques, les décideurs privés, et d'influencer la société en général. J'espère que c'est pas moi qui fais des interférences, sinon ça serait quand même le comble. On va ramasser les portables et on va les recycler. Je rappelle, mettez sur mode avion, s'il vous plaît, dans la mesure du possible. La deuxième mission, donc voilà, c'est informer et influencer. Nous sommes à peu près plus de 5000 membres actuellement, ou quasi 5000 membres, autour de 5000 membres. On est très heureux depuis 2 ans de compter autant de personnes qui nous soutiennent dans notre démarche. Et puis, comme je le soulignais déjà, une trentaine de bénévoles très actifs et très motivés et très compétents qui font vraiment vivre l'association. Dans les actions majeures que je peux rappeler brièvement, on a mené un plaidoyer très important, d'ailleurs grâce au bon conseil et expérience d'Émile Meunier par exemple, qui a mené cette opération OP 2017 l'année dernière dans le cadre de la campagne présidentielle, où on a obtenu des engagements d'Emmanuel Macron très précis. Je le cite lui parce qu'il a gagné, mais les autres aussi nous avaient fait des engagements. Donc c'est très intéressant sur ce point-là. On a animé plusieurs événements, des journées événementielles qu'on a appelées les Hop Day, qui ont rencontré un succès intéressant, réel.
Et puis, bien sûr, on a aussi une vocation un peu scientifique. On publie des articles, on fait des conférences. Et puis, on a publié un livre dont je suis l'auteur avec Samuel Sauvage, le président de l'association. On est tous les deux cofondateurs de l'association. Et donc, il s'appelle « Du jetable au durable, en finir avec l'obsolescence programmée ». Donc, il y en a des exemplaires ici. Je vous invite à vous tourner vers nous, vers les bénévoles de l'association si vous voulez vous en procurer un. Et puis, je rajoute 2 petites innovations qu'on lance cette année, à la fois de développer un observatoire avec des experts et vraiment la dimension scientifique de recherche pour encore aller plus loin dans les solutions et dans le partage d'expériences sur les modèles à venir dans tous les secteurs, que ce soit qu'on parle de sociologie, de marketing, d'économie, d'ingénierie. Et puis, le club des entrepreneurs engagés pour des produits durables et réparables, parce que c'est aussi en comptant sur les entrepreneurs qu'on va pouvoir développer des modèles qui vont sortir de l'obsolescence programmée, et on compte beaucoup là-dessus. Alors, pour finir, je ne sais pas si vous avez vu la presse ces derniers temps, si vous avez une petite alerte sur Google sur l'obsolescence programmée comme moi. Mais bon, là, il y a eu, c'est l'occasion de parler d'une de nos actions, un de nos volets qui est juridique, qui est aussi de chercher à condamner des pratiques d'obsolescence programmée, puisque désormais c'est un délit. Et donc aujourd'hui, on a écrit un rapport que vous pouvez vous procurer à l'entrée. Et grâce à d'ailleurs l'expertise de Camille sur le volet technique et juridique grâce à Émile, un rapport complet qu'on a cherché à développer sur le cas des imprimantes et qui a donné lieu à un dépôt de plainte. Donc on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, puisque c'est sorti hier. Ce dépôt de plainte, d'ailleurs, il est associé à un appel à dons, à un crowdfunding. Donc, je vous appelle à relayer, à donner, si vous le voulez bien, car c'est aussi grâce à ça qu'on peut agir. Il y a des frais de justice et c'est très important qu'on puisse les financer. Alors, simplement, pour vraiment conclure, quelques innovations par rapport à ce colloque qu'on a essayé de faire à la fois en cohérence, c'est-à-dire qu'on aura un buffet qui a été organisé par Jeanne et que je remercie, qui sera complètement biologique et sans déchets, on l'espère. Et l'obsolescence programmée aussi. Tout à fait. Donc, je suis au regret d'avoir des verres en plastique aujourd'hui, mais bon, j'ai cherché partout des verres. J'espère que voilà. Maintenant, on a des verres grâce à Camille et à Fred pour éviter les verres en plastique jetables qui nous donnent un peu d'urticaire. Donc, ça, c'est super. Donc, on a essayé vraiment d'être en cohérence sur ces points-là. Vous aurez l'occasion d'apprécier le buffet dans cet esprit aussi. Comme je l'ai dit, Alèche Fond est en train de prendre tout ce colloque en vidéo et vous pouvez le retrouver sur Internet par la suite, surtout peut-être pour des gens qui n'ont pas pu venir vu qu'on était un petit peu surbookés. Et puis, on a installé un paperboard dans le fond et Camille ou Jeanne sera là sur les côtés pour prendre vos questions à travers des post-it. Donc, on aura un temps d'échange avec la salle, mais comme on est nombreux, je suis sûre que parmi vous, il y a énormément de gens qui ont des solutions, qui ont des observations tout à fait pertinentes. On n'aura certainement pas l'occasion de les prendre toutes ou de les relever toutes. C'est pour ça qu'on a installé ce dispositif. Si vous avez, par exemple, vous êtes porteur d'un projet dont on ne pourra pas forcément parler aujourd'hui devant tout le monde, n'hésitez pas à l'écrire sur un post-it et à le donner à nos bénévoles pour que ça apparaisse et qu'on puisse vraiment s'en nourrir également et que chacun d'entre nous qui avons des choses à dire, des observations, des solutions ou des questions, pouvoir les relayer d'une autre manière que simplement en prenant la parole, ce qui prend nécessairement du temps que nous n'avons pas et que je prends trop. Donc voilà, sans plus tarder, je nous souhaite des débats vraiment passionnants. Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu contribuer à cette journée. Et je nous invite tout de suite à prendre un peu de hauteur avec Jeanne avant d'entamer le vif des débats. Merci. Cette mise à jour sur l'obsolescence programmée, puisque c'est comme ça qu'on a appelé ce colloque, je propose une mise à hier, tout petit peu de distance historique et conceptuelle sur ce terme d'obsolescence programmée.
Et donc une invitation à se méfier un peu des mots, à être prévu historiquement et conceptuellement quand on s'intéresse à ce sujet, puisque vous savez que c'est un terme extrêmement débattu, notamment parce qu'il a une histoire principalement américaine et donc principalement anglophone. Donc il traduit assez problématiquement planned obsolescence. Donc planned, ça signifie, ça peut aussi être traduit planifié. Donc avant de se laisser happer par tous les différents sens, toutes les ambiguïtés qui entourent ce terme, notamment depuis sa surmédiatisation en France depuis 10 ans, quelques remarques. D'abord que planned obsolescence ou obsolescence tout court, ça a été utilisé d'abord par des gens qui défendaient ce modèle. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a d'emblée été caché, quelque chose qui a d'emblée été mythique, qu'il a fallu démystifier, dénoncer, etc. C'était d'abord des pratiques absolument officielles dans les pratiques et dans les discours. Donc, il faut se méfier de ces discours qui font sans cesse des critiques de l'obsolescence programmée, des théories du complot, des paranoïas, etc. Notamment en ne se servant que d'exemples extrêmement spectaculaires, comme par exemple la limitation de la durée de vie des ampoules à 1000 heures, qui relève effectivement de la mise en cartel de certaines entreprises, mais c'est un cas exceptionnel et finalement plus spectaculaire que les autres. C'est un arbre qui ne doit pas cacher la forêt, qui ne doit pas nous faire oublier donc à quel point la réduction de la durée de vie des objets à des fins commerciales est partout autour de nous, l'a été pendant tout le XXe siècle et l'est encore de façon très officielle et assumée, même si ce n'est pas toujours sous ce terme de planned obsolescence qui aujourd'hui, donc, sous l'effet des critiques et de l'inquiétude environnementale, est devenu un petit peu plus difficile à utiliser officiellement. Cependant, il n'y a qu'à regarder autour de nous pour se rendre compte de la place que nous donnons encore largement aux objets à la durée de vie très réduite, que ce soit les produits jetables. Je rappelle que, par exemple, Bic ne se gêne pas pour écrire sur ses emballages de briquets 3000 allumages, alors qu'on sait très bien qu'un briquet peut être chargé ou peut être réparé, comme les stylos et les rasoirs, il existe des modèles durables. Donc, pourtant, on continue à les vendre, à les acheter, à les utiliser, à les promouvoir, à les aimer. Donc, ces objets existent bien et il nous faut garder les yeux ouverts sur eux. Et pour cela, il faut se méfier des mots. Ce n'est pas parce qu'un objet n'est pas étiqueté obsolescence programmée, mais étiqueté par exemple jetable, que c'est beaucoup mieux, puisque je rappelle que les produits jetables ne sont pas forcément à usage unique et qu'il y a des produits très high-tech qui sont jetables, comme les téléphones ou les appareils photo. Donc, ces pratiques sont encore d'actualité et dans le passé, elles ont été largement assumées, largement officielles. Et j'aimerais rapidement rappeler cela parce que je pense que c'est très important. Donc l'idée qu'il faut planifier l'obsolescence, pour promouvoir donc, la prospérité économique, la croissance, etc., ça apparaît au début du XXe siècle dans le domaine immobilier, quand à New York et Chicago commencent à se détruire des bâtiments au bout de 10 ans, en moins de 30 ans, parfois moins de 10 ans. Donc l'obsolescence est présentée par les agents immobiliers comme la solution pour lutter contre cette terrible malédiction naturelle qui est que les bâtiments s'usent tout seuls. Donc ce sont des associations d'agents immobiliers new-yorkais qui standardisent l'obsolescence, qui la théorisent, qui la normalisent, pour dire que donc, c'est tout à fait maîtrisé, géré, que les choses se dégradent et qu'on puisse spéculer dessus. Donc l'idée de planification, de gestion, de management de l'obsolescence naît à ce moment-là, quand elle est présentée par des personnes très intéressées à la reconstruction comme une nécessité inévitable qu'on ne peut pas endiguer, mais dont on peut connaître le rythme, dont on peut connaître l'advenue pour la prévoir et évidemment la maîtriser, en profiter. Donc c'est l'idée qu'il ne faut pas laisser le devenir économique au bon vouloir d'un consommateur profane et aveugle qui ne se rend pas compte de ce qui se passe, qui n'est pas un expert, qui ne connaît pas. Donc c'est un discours extrêmement technocrate qui naît à cette époque-là, donc avec cette idée de planification. C'est cette idée de planification qui se maintient dans les années 30, lorsque donc, l'expression pleine d'obsolescence apparaît pour la première fois, pas juste l'idée qu'il faut planifier, mais l'expression elle-même, dans le cadre de publication d'un agent immobilier, également, Bernard London, qu'on connaît maintenant parce qu'on a redécouvert son texte. Il faut voir que ce texte dont on fait l'acte de naissance de l'obsolescence programmée, déjà parle d'obsolescence planifiée, et surtout, ce texte n'est pas du tout comparable à ce qu'on en fait aujourd'hui, puisque lui, il propose vraiment une planification de l'obsolescence en un sens planiste. C'est à l'époque, le planisme est encore défendable aux États-Unis. Dans les années 30, on est en pleine crise, on n'est pas encore en pleine guerre froide, et donc il est possible d'être planiste, de défendre, de planifier l'économie. Après, évidemment, ça deviendra symbole de socialisme, de communisme et de tous les vices du monde entier.
Donc Bernard Landon défend un business model fondé sur le rachat obligatoire. L'État, sa bureaucratie, sa police doivent veiller à ce que la durée de vie légale des objets soit respectée. Donc c'est un modèle évidemment qui n'a eu absolument aucun retentissement. D'ailleurs, cette personne, Bernard Landon, n'a absolument pas été lu. Il a publié à compte d'auteur et ses livres, enfin ses fascicules, n'ont été redécouverts que ces quelques années, vu l'intérêt qu'a suscité l'obsolescence planifiée et vu qu'elle est venue à l'agenda politique. Cependant, donc, ce discours est assez marginal, mais j'aimerais souligner qu'il n'est pas caché et qu'il est très officiel. Et que ce caractère officiel de la défense de l'obsolescence planifiée, il continue dans les années 50 et 60, mais cette fois dans un contexte de guerre froide, dans un contexte libéral, où là on va défendre l'idée que l'obsolescence planifiée, elle produit de l'argent, elle participe de la prospérité économique de la nation. Et ça, c'est les designers industriels qui s'en chargent. Le design industriel a déjà largement eu des pratiques d'obsolescence programmée dans les années 20, notamment dans les voitures, mais ça s'est maintenu à cette niche-là, et puis avec la crise et la guerre, évidemment, ça a été difficile de maintenir cette ligne, mais avec les années 50 et 60, ça s'étend à l'électroménager, ça s'étend à la mode masculine, féminine, enfantine, à la maison, à la décoration, etc. Donc ça envahit progressivement tout l'espace de la consommation, et de manière, j'insiste, extrêmement officielle, extrêmement reconnue. Donc l'obsolescence planifiée en vient à signifier liberté, prospérité, progrès. Et de fait, ce que trouve le capitalisme avec l'obsolescence planifiée, c'est une contrainte dissimulée en liberté. Derrière l'infini choix des produits sur le marché, c'est du moins ce que le discours porte sur l'infini choix des produits sur le marché, les Américains sont plus libres que les autres pays, notamment que le bloc de l'Est, parce qu'eux, ils peuvent choisir ce qu'ils achètent. Et c'est synonyme de progrès. De fait, donc on pourrait questionner donc, ces idées de progrès et de liberté par le choix sur un marché, notamment lorsqu'il y a obsolescence planifiée. Je me pose la question, que faire lorsque mon briquet est vide, sinon me procurer un autre briquet. Donc il y a une forme de contrainte dans l'obsolescence planifiée qui est déguisée en liberté, cette idée d'un infini choix sur le marché, qui est une idée proprement libérale. Et cette idée de progrès, là aussi, on pourrait se questionner quel est le progrès lorsque je passe d'un briquet rose avec un smiley à un briquet blanc avec une photo de chien. Voilà. Donc, ce petit détour par l'histoire, simplement... Je vous demande pardon ? Oui, les chiens sont instrumentalisés par Bic, c'est un scandale. On aura un petit moment antispéciste tout à l'heure. Bon, je plaisante. Donc, simplement, un petit détour par l'histoire rapide. J'ai vraiment peu de temps. Mais simplement pour rappeler que l'obsolescence programmée ou planifiée, ça dépend de la traduction qu'on en a. Encore une fois, je rappelle, les usages sont très variés. Quand on dit planifié, ça peut vouloir dire planiste, et ça a été le cas. Donc ce petit détour par l'histoire nous rappelle que ça n'est pas une stratégie cachée ni mystérieuse à la base. Ça a été attesté, ça a été revendiqué par les historiens et par les gens qui le pratiquent. Cela nous rappelle également que l'obsolescence est extrêmement plastique, qu'elle prend de formes extrêmement différentes, et qu'elle peut être utilisée pour défendre des modes de société très différents et des pratiques qui sont toujours aussi répandues et toujours aussi dangereuses. Je rappelle que Bic, c'est aussi un stylo vendu toutes les 3 secondes en France, et ça fait énormément de plastique. Donc avant de trop dépasser, je m'en tiendrai là, et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup à Jeanne. C'est quand même un sacré défi pour une philosophe doctorante, docteur d'abréger, de résumer son propos en 5 minutes. Donc merci et bravo. Bon, désolé, on a un petit quart d'heure de retard sur le planning, mais bon, on va dire que c'est normal. Donc sans plus attendre, Thierry va nous animer la prochaine table ronde, qui va pouvoir se animer depuis le pupitre, voilà, et j'appelle les prochains intervenants. Merci beaucoup.